Bonjour et bienvenue dans le voyage en Rosalie. Avant de commencer à pédaler, j'ai une annonce à vous faire. Rosalie devient une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations, en vous aidant à voir loin ensemble avec les outils de la prospective, en mettant en place les bons réflexes de coopération grâce à des expériences créatrices de liens, et enfin en accompagnant votre communication interne et externe au prisme du lien entre humains. Pour résumer, nous vous proposons de voir loin, faire ensemble et le faire savoir. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com. Et maintenant, montons dans la Rosalie pour un nouvel épisode. Avez-vous déjà utilisé une appli de rencontre pour vous faire de nouveaux amis ? Il y a une appli qui cartonne dans le monde entier en ce moment. Je ne vous donne pas son nom, vous irez chercher ou pas. Elle permet à 5 inconnus, choisis par un algorithme, de se retrouver pour dîner ensemble dans un resto. Est-ce que ça vous plairait ? Rencontrer des gens autour d'un bon repas, a priori, moi j'aime bien l'idée. Je serais même assez curieuse de voir avec qui cet algorithme pourrait me matcher, mais j'ai à peu près aucun doute sur le fait que ce soit surtout un moyen de nous maintenir bien au chaud dans les mêmes bulles et qu'on ne rencontre finalement que des gens qui nous ressemblent. Mais allez savoir, on n'est jamais à l'abri d'une bonne rencontre. Si tant est qu'il s'agisse bien d'une rencontre, est-ce que vous me voyez venir ? Rencontrer quelqu'un, il me semble que c'est quelque chose de rare, de précieux même. Que ce soit une rencontre amoureuse ou une rencontre amicale ou professionnelle, vous savez, ces rencontres professionnelles importantes, ça n'arrive pas tous les jours. Ça tient un peu d'une alchimie. Combien de rencontres on fait en tout et pour tout dans nos vies ? Alors moi, je pense qu'en moyenne, je parle à une dizaine de personnes différentes tous les jours. Les commerçants, les parents à la sortie de l'école, les voisins, mes collègues, ça fait beaucoup de monde, mais c'est rarement des rencontres. On se dit bonjour. On se demande, vous savez, comment ça va ? Et on répond automatiquement, ça va très bien, même si ça va pas très bien. Ce très bien, il est automatique, c'est presque une formule de politesse. Et c'est peut-être, pour moi, la preuve qu'il n'y a pas eu de rencontre. Il y a juste eu un échange, une interaction, pas une rencontre. Moi, quand je pense à la rencontre, je pense à Montaigne et à la Boétie, vous savez, la fameuse phrase « parce que c'était lui, parce que c'était moi », rien de moins. Alors, est-ce qu'il y a un romantisme de la rencontre sociale ? Est-ce que je serais pas, moi, en train, là, de vous parler de la rencontre charmante, comme on parle du prince charmant ? Et du coup, est-ce que je serais pas en train, moi, là, de vous mettre à tous la pression ? C'est quoi une vraie rencontre pour vous ? Vous l'aurez compris, je me pose plein de questions autour de cette notion de rencontre, et ça tombe très bien, parce que j'ai récemment rencontré une experte de la rencontre, Nathalie Gatelier, co-créatrice de La Fabrique du Nous. Et du coup, je l'ai invitée à venir discuter dans ce tout nouveau podcast, Le Voyage en Rosalie. Nathalie, bonjour. Bonjour Kim. Est-ce qu'on se dit tu ou est-ce qu'on se dit vous ? Tu. Tu ? Tu. C'est important ou c'est pas... Ouais, c'est important. Moi je viens de Marseille, donc il faut de la chaleur humaine. En Méditerranée, on se dit tu très vite. Donc allons-y sur le tu, si ça te va. Ça me va très bien. Bon. Est-ce que tu peux me décrire, Nathalie, le paysage dans lequel on est en train de pédaler là ? Donc là, on pédale à un endroit qui m'est très cher, qui s'appelle l'Anse de Maldormé, qui est une petite crique en plein centre-ville de Marseille, absolument magnifique. Et vous voyez ces grosses mouettes qu'on appelle les gabions qui montent les pecs. On les entend piailler sur la plage. Et il y a quelques enfants aussi qui barbotent dans l'eau, assez joyeux. Quelques familles sur cette petite crique. Et en face, sur le rocher, vous apercevez une bande de jeunes, plutôt des jeunes des quartiers populaires sans doute, qui sont avec la musique à fond et qui font des bombes dans l'eau. Et c'est les rares moments où ça se passe bien à Marseille, cette cohabitation entre ces deux quartiers qui justement se croisent et se rencontrent peu. Mais sur cette petite anse, ça se passe bien. Et j'aime bien penser que c'est peut-être lié à la beauté de la mer quand on est face à l'eau. Je pense que toutes les tensions retombent face à la Grande Bleue. Je suis sûre que la mer a ce pouvoir apaisant magique. Et quand on est au bord de l'eau, ça ne marche pas à tous les coups, mais les tensions baissent. Donc pour mon premier épisode, tu me fais pédaler dans le sable. Merci Nathalie. Ouais, tu fais dans le sable. Je me sens bien là. Je pense que c'est l'odeur de la mer. Je pense que c'est le stress qui baisse. Ça c'est l'iode, c'est l'effet iodé. On est dans une ambiance iodée. Il va nous faire du bien ce podcast, non ? J'espère. C'est à ça que ça sert le lien, non ? À se faire du bien aussi. Tout à fait, il paraît. Il y a eu cette longue étude qui a été faite par les chercheurs d'Harvard sur 7 générations. Et ils ont essayé de creuser, de chercher qu'est-ce qui faisait du bien aux gens, qu'est-ce qui rendait les gens le plus heureux possible, cette fameuse quête du bonheur.
Et ils ont mis 7 générations à trouver et ils ont suivi des gens pendant des années et des années. Et ils ont démontré que ce qui rendait les gens le plus heureux, c'était la qualité des relations. Donc, je pense que le bonheur est dans le lien, en effet. Alors, moi, j'avais envie de voir avec la jeune génération si elle avait déjà conscience de ça. Donc, j'ai demandé à une petite team entre 6 et 14 ans de me dire ce qui va les rendre le plus heureux dans leur vie. On les écoute. Ce qui va me rendre heureuse dans ma vie jusqu'à la fin de ma vie, c'est d'être auprès de ma famille et mes amis. Je pense que ce qui va me rendre le plus heureux dans ma vie, ce serait de gagner une compétition sportive nationale avec une équipe. Eh bien, de vivre ma vie normalement, d'avoir des parents bien, d'avoir des copains bien, voilà. De fabriquer un bonhomme de neige. Ce qui va me rendre le plus heureux, c'est d'être businessman et d'acheter une Tesla. J'ai plusieurs choses. Déjà, je pense... non, ça c'est un objectif. Qu'est-ce qui me rend le plus... moi, mon objectif, c'est de faire les JO, on va dire, entre guillemets. Hein. Et puis, j'ai pas vraiment de choses qui me rendraient le plus heureuse dans ma vie parce que je suis déjà hyper heureuse. Parce que, j'ai une jolie vie, j'ai un appartement, j'ai de quoi manger tous les jours, j'ai des parents superbes, un petit frère superbe, donc voilà, quoi. J'ai pas vraiment de choses plus importantes. J'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie et c'est parfait, j'ai pas besoin de plus. Voilà. On a ici Anouk, deux Anouk, une Catel, un Solal, un Max, qui aura une Tesla peut-être, on lui souhaite, et Tess. Ils sont assez lucides finalement, ces enfants, hein. Ouais. Ce qui va les rendre heureux, c'est de voir leurs proches et c'est de voir leurs proches heureux. Ouais, ils ont tout compris. La famille, les amis. Et puis ce que dit aussi le petit garçon sur avoir de l'argent, avoir la Tesla, je pense que là aussi, ça a été démontré. Il faut un certain niveau d'argent pour assouvir ses besoins primaires, se faire plaisir. Puis à partir d'un certain seuil, il n'y a plus de corrélation entre le bonheur et l'argent. Mais il faut atteindre ce seuil. Donc je pense que dire que l'argent ne fait pas le bonheur, je nuancerais ce propos. Ça a ses limites. Je pense que ça a ses limites quand tous les besoins primaires sont assouvis. Et voilà, effectivement, là, on peut passer à autre chose. Mais ils ont tout compris. Nathalie, tu es co-créatrice avec Tariq Ghezali de la Fabrique du Nou, une fondation. On va revenir plus longtemps sur les projets que vous portez. Ils sont nombreux. Mais est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est que la Fabrique du Nou ? Alors, la Fabrique du Nou, qu'est-ce que c'est ? C'est une fabrique de rencontres entre des gens différents, de mondes différents, des gens qui ne pensent pas pareil, des gens de cultures différentes, des gens de milieux sociaux différents. Et ce qui nous obsède avec Tariq Ghezali, qui est le cofondateur de la Fabrique du Nou, c'est comment on recrée de la confiance entre les gens, comment on lutte contre cette société de défiance. C'est un peu notre obsession. On pense que la défiance monte en flèche en France, 17 points en 5 ans. Selon le dernier baromètre du Crédoc, donc c'est un vrai sujet. Et puis il y a plein de conséquences à cette défiance, pour en citer qu'une ou deux. On sait que qui dit défiance dit difficulté à coopérer entre les gens. La coopération, c'est le moteur de la créativité, notamment en entreprise. Donc c'est hyper important d'avoir confiance dans les uns les autres si on veut travailler ensemble. Aujourd'hui, le niveau des jeunes Français est assez bas sur le niveau de coopération. Quand on regarde les enquêtes PISA, on a 50% des jeunes Français qui se disent capables d'interagir avec des personnes d'une culture différente. C'est pourtant quelque chose qu'on a beaucoup valorisé ces dernières années. On a classé ça dans les soft skills. Exactement. On pense à l'école. L'école se repense en mode coopératif. Pourtant, pour le moment, non, il n'y a pas de... En tout cas, par rapport aux autres pays de l'OCDE, on est en dessous. 50% en France, 65% en moyenne. Des jeunes qui se disent capables d'interagir avec d'autres cultures. Donc, je pense qu'il y a eu effectivement un palier qui a été franchi, mais insuffisant, en tout cas en comparaison. Ça reste au niveau du rêve, en fait. Encore. Ça reste au niveau du rêve. Donc voilà, donc cette défiance, difficulté à coopérer, donc ça, c'est un problème. Aussi un impact économique. Il y avait une étude qui a été faite par Yann Algan qui montre que si la France avait le même niveau de confiance que la Suède, on aurait un taux de chômage bien moindre, parce qu'on ferait plus confiance aux gens, on aurait 3 points de chômage en moins, on aurait un PIB par habitant plus important aussi, donc il
il y a aussi, je pense, une corrélation forte entre la confiance et l'économie de la société française. Donc là, ça a été très documenté aussi. Et puis, plus classique, la défiance et le lien avec la polarisation de la société. Quand on est défiant, on a plus de mal... quand on est défiant vis-à-vis des autres, le consentement à l'impôt, je pense, est plus difficile. La capacité à accueillir l'autre qu'on ne rencontre pas est plus difficile aussi. Donc en fait, on ne trouve plus de motivation à faire société. On ne trouve plus de motivation à la société, on ne connaît pas l'autre, donc forcément on a plus de mal à consentir à l'impôt ou même à la transition écologique. Tout ça aussi a été documenté maintes et maintes fois, donc on pense vraiment que la défiance est un vrai sujet et c'est au cœur de notre combat, c'est comment on lutte contre la défiance entre les gens, et nous on croit dur comme fer à la rencontre, les yeux dans les yeux, en peau à peau, en face à face, et que c'est ça qui peut recréer petit à petit de la confiance. Alors, très concrètement, vous faites quoi, par exemple ? Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, donc, on fabrique des rencontres. Donc, on prend des personnes qui, dans la vraie vie, ne se rencontreraient jamais, qui sont privées l'un de l'autre. Et on se dit, c'est dommage, parce qu'ils ont quelque chose à s'apporter mutuellement. Ils peuvent s'augmenter l'un l'autre si on les met face à face. Peut-être vous donner un ou deux exemples. Ça y est, vous voyez. Parce que ça y est, je parle à tout le monde. À tout le monde. Qu'est-ce qu'on a fait ? Un exemple, dans les quartiers nord, qu'on a lancé dans les quartiers populaires de Marseille, il y a 3 jeunes sur 4 qui ne savent pas nager. C'est la honte à Marseille. Vous avez 50 km de côte. On y était il y a quelques instants, les pieds dans l'eau. Il y a beaucoup de noyades. Il y a plein de métiers de la mer qui recrutent. Et plein de jeunes ne savent pas nager au collège. 3 sur 4 dans les quartiers populaires. Et il n'y a pas beaucoup de piscines municipales, donc c'est un problème. Et on s'est dit, et si ces jeunes apprenaient à nager dans les piscines de particuliers ? Et donc, on a tenté ça il y a 3-4 ans avec une association qui s'appelle le Contact Club. On a imaginé ce projet ensemble et des propriétaires de piscines qui ont dit « Allez, banco, j'utilise pas souvent ma piscine, allons-y, accueillons ces jeunes ». Donc ça se fait sur le temps de l'été, j'imagine. Oui, voilà, c'est de mai à octobre, exactement, tu as raison. Mai à octobre, et c'est des groupes de 5 jeunes qui vont chez un particulier avec un maître nageur et qui vont apprendre à nager. Et ce qui nous plaît dans ce projet et ce qui nous semble particulièrement intéressant, c'est qu'au-delà de l'apprentissage de la nage, c'est la rencontre entre ce propriétaire d'une belle maison en général avec piscine et ces jeunes des quartiers populaires qui ont plein de préjugés dans un sens comme dans l'autre. Et au fil des leçons de natation, les barrières tombent, le propriétaire dit « Ça fait 5 fois que vous venez chez moi, allez, restez dîner à la maison ce soir. Vous n'avez jamais vu une cave à vin, je vais vous montrer ce que c'est qu'une cave à vin, on est en France. Tu veux voir mon salon ? Bah ok, je te montre. Alors voilà, la commode Louis XVI, ma grand-mère, Napoléon, machin. Enfin, c'est vraiment 2 mondes qui se rencontrent. Et dans l'autre sens, les jeunes sont écoutés aussi et les se sentent entendus par ces gens qui leur ouvrent la porte. Du coup, il y a vraiment un intérêt qui se crée, puis surtout une confiance qui s'installe petit à petit, et les propriétaires qui peuvent s'intéresser au parcours professionnel. Tu cherches un stage, peut-être que je peux t'aider. Et surtout, des regards qui changent du côté des jeunes. J'ai en tête un jeune Nazar qui nous avait dit à la fin, il avait dit avant, je pensais que tous les Blancs étaient racistes. En fait, non, c'est sûr que non. Et je suis tellement émue que ce monsieur ait ouvert sa maison pour moi, Nazar, qui vient du quartier de machin. Jamais j'aurais cru que ça serait possible un jour. Et il était très touché par ça, par cette confiance qui lui était accordée tout d'un coup. Et je pense que c'était assez déterminant. Enfin, après, dans sa façon de penser, je l'ai entendu plusieurs fois dire à ses copains « Arrêtez de dire du mal ». Enfin, c'est ça qu'on recherche aussi à travers ces rencontres fortes. C'est que ces personnes-là qui ont vécu ces moments un peu particuliers, ces expériences inattendues, deviennent des ambassadeurs de la vie d'un autre. Je pense que Nazar, demain, si on commence à lui dire « les riches sont tous des salauds » ou bien « les blancs sont tous racistes », non, j'en connais un qui m'a ouvert la porte. Exactement. J'en connais un. Écoutez, je ne sais pas, mais j'en connais un qui m'a ouvert. Un qui sauvera les autres. Ouais. Et je suis... Comment on fait tomber la barrière de la défiance ? Donc il faut un tiers de confiance. C'est qui ? C'est le maître nageur là qui fait la... Il est aussi éducateur. Comment ça se passe ? Ouais, je crois qu'il y a vraiment une ingénierie effectivement du lien, de la rencontre. Les êtres humains, c'est un peu comme les éléments chimiques. Enfin, les alliages se font sous certaines températures, sous un certain climat. Et il faut qu'il y ait un climat de confiance déjà, qu'il y ait un cadre, que les gens se sentent bien et qu'il y ait un tiers de confiance. Là, c'est le maître nageur qui crée cette dynamique. Et puis aussi le chef de projet. Nageur ? C'est quelqu'un qui a été formé à ça ? Alors, il y a le maître nageur et puis il y a aussi l'association qui porte le projet, le Contact Club. Donc là, c'est des éducateurs
éducateur qui accompagne le groupe en général. C'est rare que les jeunes viennent tout seuls. Il y a souvent un éducateur et qui, lui aussi, fait le lien entre le propriétaire, le maître nageur et les jeunes. Et donc facilite la rencontre, fait en sorte que tout le monde se sente bien, présente les uns et les autres. Le maître nageur aussi peut avoir ce rôle. Ça peut arriver qu'il n'y ait pas d'éducateur ou que ce soit un groupe qui vienne pas forcément de manière assez autonome. Et le maître nageur, du coup, a ce rôle-là. Il y a des liens d'amitié forts qui peuvent se tisser. On a commencé cette interview en se posant la question, est-ce qu'on se dit tu, est-ce qu'on se dit vous ? Ouais. C'est la question des codes, en fait. Ouais. Et les codes, on a des codes communs ou on n'a pas des codes communs. Est-ce que c'est ça qui se joue dans cette rencontre ? Est-ce que c'est acquérir très vite les codes communs qui sont peut-être un petit peu des uns, un petit peu des autres ? C'est difficile, très vite, d'acquérir les codes des uns et des autres. Je pense qu'il y a une préparation à faire aussi pour que la rencontre se passe bien et dire ça se fait pas, ça tu le fais bien. Pour reprendre l'exemple de la piscine, j'ai un groupe de femmes, donc là il y a beaucoup de jeunes des quartiers populaires, 15-16 ans qui viennent nager, mais il y a aussi des femmes seules et tout qui font ce projet. Et il y avait l'une d'elles qui disait, moi quand je suis arrivée chez la propriétaire, elle m'a accueillie comme à la maison, j'avais l'impression d'être, elle est égyptienne, j'avais l'impression d'être en Égypte, parce que la dame m'a dit, tu fais comme chez toi, tu es chez toi ici, tu fais comme chez toi, installe-toi, mets tes affaires où tu veux, tu peux ouvrir le frigo, tu fais comme chez toi. Et donc la dame, du coup, s'est mise un peu à lui ouvrir sa maison comme à la méditerranéenne. Et elle m'a dit que c'était une expérience inoubliable. Jamais j'ai été accueillie en France comme cette fois-là. Et elle en parle avec une émotion qui est assez inouïe, en disant c'était incroyable. Et donc là, on a vraiment assisté à quelque chose qui est de l'ordre de se reconnaître. Exactement, ouais. Ouais, je pense qu'il y a de cet ordre-là. On se reconnaît mutuellement, ouais. J'ai confiance en toi, tu as de la valeur à mes yeux, tu peux y aller. Donc il y a cette phase de préparation, vous êtes des passeurs de code. Quand tu dis ça se prépare, il y a une ingénierie, c'est... Je pense que les éducateurs le font en amont et c'est leur rôle. Mais je ne suis pas sûre que ça soit indispensable. Il faut aussi, je pense, un électrochoc aussi pour qu'il se passe quelque chose de beau et de fort. Et trop préparer les choses, trop pré-mâcher. Je pense que ce qui est fort aussi et puissant, c'est peut-être cet électrochoc du début, peut-être même cette tension. Et puis, à un moment, il y a un apprivoisement mutuel qui se fait. L'alchimie. Il y a une alchimie qui prend. Et encore une fois, il y a certaines conditions. Il y a, et le côté joyeux, convivial, le tiers de confiance. Tout ça sont les ingrédients, je pense, pour que l'alliage se fasse et que ça prenne. Ça ne marche pas à tous les coups. Nathalie, est-ce que tu vas m'aider à répondre à cette question ? C'est quoi une vraie rencontre ? Si je savais. Je pense que c'est une rencontre où il y a un avant et un après. On sort de là un peu différent. On se sent altéré, mais au sens positif du terme. Je pense que c'est vraiment l'altérité, mais positive. On se sent différent. On se sent grandi. On se sent grandi, on se sent différent. On a aussi peut-être une vision plus large du monde. On voit plus large. Il y a des rencontres comme ça. Le projet... faut qu'on parle avec cette plateforme où il y a des gens d'opinions différentes qui se rencontrent. À la fin, c'est ça qui ressort. Je saisis mieux la complexité du sujet, je vois plus large, je comprends mieux ce qui est en jeu. Donc la vraie rencontre, je pense que c'est quand il y a un avant, un après, qu'on sort plus grand de cette rencontre. Et peut-être on se sent capable aussi d'adopter le point de vue de l'autre en se disant voilà, je l'ai rencontré, j'ai compris ce qu'il pensait en fonction de son expérience, de ce qu'il a vécu. Je comprends pourquoi il pense ainsi et pourquoi il est ce qu'il est aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps de l'entendre. Et ça, je pense que c'est... Il y a toujours une intensité émotionnelle. Ça se joue comme ça ? Il y a toujours une intensité émotionnelle. On a une douzaine de projets avec des rencontres qui seront très différentes. Mais la rencontre puissante, je pense que c'est la rencontre, effectivement, 2 à 2, les yeux dans les yeux. Je pense que c'est beaucoup plus fort que la rencontre collective. On a testé les deux, mais je crois que le duo est plus fort. Quand on est à plusieurs, quand on est dans le groupe, on peut se déresponsabiliser, on peut s'abstraire de la conversation à 4-5, alors que quand on est à 2, il se passe quelque chose de beaucoup plus fort et de plus intense. Et malgré tout, vous avez cet espoir que ça fasse tache d'huile. C'est ce que tu nous disais. C'est que cette rencontre individuelle, elle peut servir au collectif. Ça se voit, ça se sent, ça ?
Ce qu'on vise, nous, à 2030, c'est 1 million de gens qui ont vécu des rencontres comme ça fortes entre des mondes différents qui ne se seraient pas croisés et que parmi ces 1 million, il y ait peut-être 10 000 qui ont vécu une rencontre tellement forte qu'effectivement, ils deviennent ambassadeurs de la vie d'un autre et qui peuvent faire tache d'huile. C'est un peu ça notre théorie du changement. Un autre exemple, peut-être un exemple d'un projet qui a été lancé avec Citizen Corp, qui s'appelle Le Grand Bain, qui est un projet de jumelage d'écoles de réalités sociales opposées. Ah, ça se passe à Marseille? Ça se passe à Marseille. Donc, le principe, c'est il n'y a pas beaucoup de mixité sociale dans les écoles à Marseille. Donc, c'est de mixer des classes de CM1 ou de CM2 entre elles, quartier nord, quartier sud, pour faire schématique. Et tout au long de l'année, ils se rencontrent, ils vont visiter le quartier de l'autre, ils vont visiter l'école de l'autre, ils jouent ensemble, ils font du sport ensemble, ils font plein de choses ensemble. Et petit à petit, voilà, ils se rencontrent. Marseille est assez... il y a peu de mixité sociale dans les écoles, c'est très, très ghettoisé. Et c'est une manière simple de lutter contre ça, plutôt que de se jumeler avec l'Espagne ou l'Allemagne. À Marseille, on peut se jumeler à 15 minutes à pied. Vous avez un autre monde, vous avez une autre culture. Pas besoin de faire des kilomètres. Et j'ai en tête une petite fille qui s'appelait Victoire, sa maman me disait qu'à table, elle avait interpellé toute sa famille un dimanche en disant « J'ai fait le jumelage avec l'école Félix Piat et je suis arrivée dans l'école et tous les enfants étaient noirs. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dans cette école tous les enfants sont noirs ? Pourquoi chez eux, apparemment, les poubelles ne sont pas ramassées ?» Et elle interpelle ses parents et ses grands-parents sur ces questions-là. Et sa maman me disait que ça avait été super fort parce que du coup, elle avait ramené des questions hyper importantes. Et je pense que la vérité du quoi qui sort de la bouche des exactement. enfants. Et je pense que c'est pourquoi. Voilà, que les petits aussi peuvent être des fabricants de nous à leur échelle et faire tache d'huile en questionnant les adultes. On dit un enfant éduqué, 7 adultes sensibilisés. Et donc, je pense que c'est très important aussi de travailler sur ces jeunes enfants qui peuvent faire tache d'huile auprès d'autres. Oui, ils nous éduquent, nos enfants. Hein, ils nous éduquent, ouais. Ouais. Ils nous interpellent et nous éduquent. Nathalie, en 2023, il y a eu une étude de la Fondation de France qui montrait que 12% des Français se trouvent en situation d'isolement total. Une personne sur 3 qui n'a aucun ou un seul réseau de solidarité. Alors, un réseau de solidarité, c'est le travail, la famille, les relations amicales ou professionnelles et le milieu associatif. C'est incroyable, cet isolement. Ça nous saute aux yeux quand on voit des chiffres comme ça. Une personne sur 3. Vous avez un projet qui est assez incroyable pour relier 2 solitudes. Je pense à ce que vous avez mis en place avec la prison de Nantes. Il fallait y penser. Tu nous racontes ? Allez. Oui, nous on est sensibles à cette question comme plein d'autres gens et qui font des choses formidables pour lutter contre la solitude. C'est un vrai sujet. D'ailleurs, je vous invite à lire ce bel article des Échos qui était intitulé « Dîner seul et voter Trump », qui fait le lien entre la solitude, ces gens qui dînent seuls et qui du coup se radicalisent. Et sur ce point-là, on a essayé effectivement d'identifier les hyper seuls, ceux qui étaient vraiment les plus seuls peut-être en France, et notamment donc les détenus, 60% d'entre eux n'ont aucun lien avec l'extérieur. C'est un vrai problème. Notamment pas de visite. Pas de visite, rien. Et pour lutter contre la récidive, on sait que c'est important qu'il y ait du lien dès la prison. C'est quand on sort, sinon c'est trop compliqué. Donc 60% des détenus qui n'ont aucun lien avec l'extérieur. Et de l'autre côté, comme tu disais, beaucoup de gens qui sont très seuls, notamment des personnes âgées. Selon les Petits Frères des Pauvres, je crois qu'il y a 500 000 personnes qui sont en état de mort sociale. 500 000 personnes âgées qui sont en état de mort sociale. Aucune visite. Ce terme, il est terrible. Ce terme est terrible, ouais. Et on s'est dit, voilà, il y a deux hyper-solitudes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les connecter ? Et on s'est dit, et si on imaginait des conversations croisées entre ces deux mondes. Donc on a lancé ça avec une entreprise qui s'appelle Domino Service, qui s'occupe de personnes âgées à domicile et qui nous a identifié toutes les personnes qui étaient vraiment hyper seules. Et puis la prison de Nantes, avec des détenus qui du coup appellent ces personnes âgées et lancent des conversations autour de... Ça concerne combien de personnes, ça, pour le moment ? C'est nouveau, hein ? C'est tout petit, c'est tout nouveau. Donc, on est encore au stade du prototype. On a fait 3 campagnes. Donc, il y a 3 détenus qui ont appelé à peu près une centaine de personnes âgées. Et ils les appellent régulièrement. Donc, ils ont chacun leur base de personnes âgées qui rappellent. Je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines, ils les rappellent. Et ça dure 10 minutes, ça dure 1 heure, on ne sait pas. Non, ça dépend de la personne âgée, ça dépend de ce qu'elle a à dire et tout. En tout cas, les personnes âgées adorent. Quand est-ce que vous me rappelez ? Ça, c'est systématique. Et elles sont très touchées de ces échanges. Et alors, je crois que vous aviez mis en place justement... Alors, les personnes âgées sont à Marseille. Ouais. Les
prisonniers sont à Nantes. Ouais. Et vous aviez pensé que c'était une bonne manière de rassurer notamment les personnes âgées. En fait, il n'y avait pas besoin. C'est un sujet qui ne remonte pas à la surface. On n'arrive pas à l'expliquer. Pourtant, les personnes âgées savent que ce sont des détenus qui les appellent. Elles ont reçu un courrier. Vous allez être appelés pour savoir comment vous allez par des détenus. Et ça ne transparaît pas. Et on s'était dit, oui, effectivement, c'est peut-être mieux qu'ils ne soient pas tout prêts pour les rassurer. On n'avait pas forcément d'inquiétude, mais c'était plus pour réassurer. Et ça se passe bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les détenus sont très touchés par ces personnes âgées. En fait, ils les appellent dans la prison de Nantes, il y a un genre de centre d'appel. Et ils sont tellement émus des conversations que souvent ils mettent sur haut-parleur pour faire écouter tous les autres détenus qui eux aussi font des appels, mais dans un autre registre. Et ils sont très fiers de ce qui se dit, de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se joue là pour eux? C'est une façon d'être, malgré la prison, en capacité d'aider? Je pense honnêtement que c'est ça. Et ça fait partie de nos besoins d'humains aussi. Hein. Ouais, se sentir utile et tout, c'est un cadeau qu'on leur fait, je pense, de leur dire vous allez embellir la journée d'une personne en l'appelant 10 minutes, et ils s'en rendent bien compte qu'ils sont des soleils pour ces personnes âgées. Je pense qu'ils le ressentent. Ouais, t'as raison. C'est génial. Hein. Il y en a un qui disait cette vieille dame, elle a été volée par apparemment, peut-être par sa femme de ménage, on lui a piqué 200 €. Et à chaque fois, elle revient sur cette histoire. Et je ne comprends pas, on parle de 200 balles, pourquoi elle me reparle tout le temps de ça, de ce truc. Et du coup, il prend conscience aussi de ce que ça peut faire de voler quelqu'un. Alors pour la petite histoire, c'est drôle, parce qu'apparemment, il a été incarcéré avec des histoires aussi, peut-être de vol et tout ça. Donc ça fait encore plus écho pour lui. C'est un peu de la justice. Oui, la justice restaurative. Restaurative, ouais. C'est effectivement, ça fait penser à cette initiative de la justice restaurative. Un bénéfice secondaire, peut-être. Ouais, un bénéfice collatéral. Ouais, c'est une belle expérience. Nathalie, ton expérience personnelle, c'est aussi une expérience de monde qui se croise. Hein. Tu as eu cette expérience petite fille, toi, de monde croisé. J'ai eu cette expérience. Petite fille, effectivement, j'ai le souvenir, je pense que ça m'a marqué, de mon grand-père qui a navigué dans plusieurs mondes, qui était militaire, général, et puis sa deuxième partie de sa vie, il l'a dédiée aux sans-abri. Et en effet, j'ai souvenir à son enterrement, notamment quand j'avais 10 ans, de cette église qui était les 20 premiers rangs remplis de généraux, en képi, avec toutes leurs médailles, très strictes, avec même les sabres sortis. C'était aux Invalides. Et tout le fond de l'église où il y avait des gens de la rue qui l'avaient aidé, qui étaient dans un autre accoutrement, forcément. Et je me souviens que cette image m'a marquée. J'ai pas beaucoup d'images de mon enfance, et ça a été une claque pour moi de voir ces deux mondes réunis. Et voilà, j'ai conscientisé ça il n'y a pas si longtemps. Je me suis dit, c'est marrant, en fait. Il y a une espèce de fabrique d'Uno réunie dans cette église ce jour-là. C'est intéressant, c'est aussi un moyen de voir qu'il n'y a pas qu'une vie dans la vie, qu'on peut avoir des liens hétérogènes, ouais, c'est ça, ces mondes qui se croisent, quoi. C'est même triste de se dire qu'on n'aurait pas ces mondes qui se croisent, non ? Et oui. Non, mais après, il faut s'autoriser à le faire et tout. Enfin, je pense que tout le monde ne s'autorise pas non plus à franchir comme ça des mondes qui n'ont rien à voir. Je pense il faut être sacrément armé, je pense, pour sortir de sa bulle, de son entre-soi, et aller voir quelque chose d'autre. Moi, je crois beaucoup on en avait parlé la dernière fois, que les gens qui ont voyagé, qui ont passé du temps à l'étranger, qui ont baigné dans d'autres cultures, qui ont eu cette chance par leurs parents ou parce qu'ils avaient les moyens de voyager, sont peut-être plus en capacité à aller vers d'autres cultures. Enfin, qu'il y a une habitude qui s'est prise. Il y avait Amin Malouf qui disait il faut avoir été accueilli pour accueillir. Et je pense que quand on a fait l'expérience d'avoir été accueilli dans un pays à l'étranger, on sait ce que c'est, on sait à quel point c'est important, et peut-être qu'on est plus en capacité d'accueillir les autres. Enfin, c'est ma petite expérience qui me fait dire ça. Et du coup, c'est quelque chose parce que tu as des enfants, toi, c'est quelque chose que tu veux leur apporter aujourd'hui dans leur éducation, pour que justement, c'est des filles, hein, tu as 2 filles, pour qu'elles aient ça plus tard et qu'elles l'expérimentent aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter dans l'enfance, du coup, et qui te semble important dans l'éducation que tu leur donnes ?
Je pense qu'il faut l'expérimenter dans l'enfance. C'est des habitudes qu'on prend enfant. Et c'est pareil sur l'engagement citoyen. Il y a une étude qui a été faite. Si on est engagé enfant, eh ben on a beaucoup plus d'être engagé une fois adulte. Ça a été démontré. Les retraités qui aujourd'hui sont engagés, c'est parce qu'ils l'étaient à 20 ans. Et si on ne l'est pas avant 20 ans, c'est plus compliqué de l'être après. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais en tout cas, il y a des habitudes comme ça qui se prennent dans l'enfance, et notamment à l'école. Aujourd'hui, on a une école qui ne mélange pas beaucoup, donc, et l'école de mes filles, en l'occurrence, c'est leur cas. Et j'essaye, comme je peux, effectivement, de leur faire vivre des expériences avec des mondes qu'elles ne rencontreraient pas. On a accueilli pendant un an un jeune homme qui venait de Guinée, et ça a été une très belle expérience. C'est devenu... Il s'est installé chez vous, c'est ça? Ouais, il habitait un an chez nous. Il venait d'arriver en France et tout. Il n'avait pas forcément d'endroit où se loger. Et oui, ça a été un... Enfin, il nous a vraiment bousculé dans plein de choses, et de manière vraiment... Il avait quel âge? Alors, en théorie, je crois qu'il avait 16 ans. En vrai, je ne sais pas, mais il avait 15 ou 16 ans quand il est arrivé. Et oui, et pour les petites filles... Donc, mineur isolé. Oui, mineur isolé. Pour les filles, de voir un enfant arriver sans ses parents et avec son petit sac à dos et tout, c'était une claque. Nous, on a été bluffés aussi par sa curiosité. Je me souviens qu'à chaque fois, il piquait les bandes dessinées de la Bible pour enfants de mes filles, alors que lui était musulman. Très curieux aussi de là où il arrivait et tout, donc une vraie envie de s'intégrer, de comprendre, et ça c'était vraiment très beau. Son rapport à la nourriture aussi, nous qui mangeons toutes les 3 heures, lui il mangeait 1 fois par jour, de manière très posée. Il nous a beaucoup interrogés dans notre manière de vivre, et ouais, c'était sur son rapport à l'amour aussi. C'était drôle de l'entendre dire l'année prochaine, je retourne en Guinée. J'ai 1 mois, et en 1 mois, je vais trouver l'amour et la marier. Je dis, mais comment tu fais pour trouver la bonne personne en 2 semaines? C'est pas possible. Et cette pensée à 16 ans, quoi, qui est tellement loin de la pensée de exactement. nos enfants. Et ouais, complètement, très loin. C'était il y a combien de temps, ça? C'était il y a 3 ans, mais il revient souvent. Enfin, on redîne souvent. Et donc, tes filles avaient quel âge? Elles avaient 6 et 9, ouais. 6 et 9 ans. Donc ouais. toutes petites? Ouais, toutes petites. Et cet accueil de l'autre, ça s'ancre, hein, ça s'ancre dans la tête, dans le corps. Ça les empêche pas d'avoir peur, je pense. Encore une fois, il y a eu 7 belles rencontres, donc avec Soriba, et qu'elle considère vraiment comme quelqu'un de la famille. Après, combien de rencontres il faut pour qu'elles aient confiance dans l'étranger? Je sais pas. Je sais pas si une rencontre suffit. Mais il y a quand même un rôle, hein, à la peur et à la méfiance. C'est pas un mal. Il faut avoir, même sur la rencontre, un regard peut-être un peu critique et un peu, peut-être un peu méfiant. De toute manière, on n'a pas le choix. Non, on n'a pas le choix. Ça se passe comme ça. Oui, c'est juste on peut interroger notre capacité à aller au-delà de ça. C'est ça qu'on interroge finalement, non? Ouais, complètement. Dans quelle mesure on peut aller au-delà de ça? Ouais. Je voudrais te faire écouter un autre extrait sonore. Je suis allée il y a quelques semaines assister à Bordeaux à un spectacle d'improvisation théâtrale. J'y ai rencontré Pablo, qui est créateur de l'association La Bise. La Bise, ça veut dire Bordeaux Improvisation Solidaire et Engagée. Ouais. Et c'est une chouette association, on l'écoute. On ne joue pas tout seul, c'est pas un one-man show. On joue en équipe. Quand quelqu'un monte sur scène et qu'il propose quelque chose, on doit lui faire confiance parce que ça veut dire qu'il a une idée. Il va vraiment nous proposer quelque chose. Et puis après, faut aussi non seulement faire confiance aux autres, mais aussi faire la place aux autres. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, en fait, que j'utilise souvent aux entraînements, c'est en improvisation, faut prendre juste sa place et sa place juste. Encore une fois, on n'est pas un joueur seul, on est un joueur dans une équipe. Et donc, juste être sa place et sa place juste. Pablo de l'association La Bise. Alors, je conseille à nos auditeurs d'aller voir le petit reportage que je lui ai consacré. C'est sur la page Instagram rosalie.media. Une réaction à cette question, justement, de la confiance, hein, et de faire sa place à l'autre. C'est intéressant que tu fasses écouter un extrait de l'improvisation. Je crois que c'est un super outil, justement, pour faire sa place à l'autre, l'écouter. Et c'est un outil qui est très utilisé pour muscler la capacité d'écoute des gens. Les gens qui ne savent pas très bien écouter, on leur dit « va faire de l'impro ». Et tu vas voir, là, tu vas être béton là-dessus. Et on sait que l'écoute est une arme. Il y a plein
plein de dirigeants, de médecins, de dragueurs qui disent quand tu sais écouter, en fait, tout est possible, ça t'ouvre les portes. Et je pense que l'impro, quand tu fais de l'impro, tu es obligé de vraiment écouter l'autre, de lui faire toute la place et de réagir en fonction de ça. Et moi, je crois beaucoup à ça. Ouais. Il y a aussi quelque chose dans l'impro de la magie d'inventer ensemble. De créer ensemble, ouais. Et la satisfaction de co-créer ensemble. D'avoir une idée ou de se laisser porter par l'idée d'un autre et de co-créer. Ouais. Tu fais de l'impro ? Non, pas du tout. Ah. Enfin, j'en fais un peu avec toi, là. Ouais. Exactement. Il y a cette magie, cette idée, effectivement, de co-créer ensemble et on ne sait pas où on va, mais on y va. Et puis, il y a un élan, c'est très spontané. Donc, c'est chouette. Il y a un lâchage total. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien faire, effectivement, de l'impro. Je pense que ça fait du bien au cerveau aussi. Il y a cette spontanéité. On ne sait pas où on y va, mais on y va. On fait confiance avec l'autre pour y aller. On se lance et on ne sait pas où ça va nous mener. Cette petite magie, cette petite alchimie dont on parlait au début. J'ai vraiment, pour moi, en tout cas, j'ai vu Pablo et sa troupe un soir au Wash Bar à Bordeaux. Ouais. Je conseille à nos auditeurs de Bordeaux d'y aller. Okay. Et c'est vraiment un petit truc magique qui se passe. Et ça se joue non seulement sur scène, mais avec le public aussi. Ah oui, il y a des interactions avec le public. Donc vraiment... oui, parce que le public vote, réagit. C'est vraiment le théâtre populaire. Dans la salle, il y a plein de gens très différents. Un joli moyen de sortir de sa bulle, justement. Ouais. On parlait de la chorale, mais il y a aussi l'impro. Il y a plein de leviers. Mais je vais donner plein d'idées comme ça aux gens sur la page Instagram. Donc je vous recommande vivement d'y aller. Ouais. Nathalie, ça fait 20 ans à peu près qu'on est des êtres sociaux augmentés grâce aux réseaux sociaux. Je parlais en intro des applis de rencontres. Des applis de rencontres qui ont l'air d'un petit peu galérer en ce moment, parce qu'on a beaucoup parlé de la dating fatigue, je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin, en tout cas, ils sont obligés d'élargir un petit peu leur champ d'action, notamment à la rencontre amicale. Selon toi, à quoi ça ressemblerait une appli de rencontre sociale idéale ? Et surtout, est-ce que tu crois qu'on a besoin de ces technologies-là aujourd'hui, qu'elles ont un rôle à jouer ? Ou au contraire, qu'elles sont un frein dans la véritable rencontre ? Je pense que on aurait tort de s'en priver. Je pense effectivement à 2 applis qui, pour moi, sont absolument géniales. La première, c'est l'appli qui a été créée récemment, qui s'appelle Faut qu'on parle, qui est la première plateforme de rencontre entre des gens aux opinions divergente, qui a été lancée par Lacroix et Brut, avec le soutien du Fonds Bayard, et qui permet à des gens qui pensent différemment sur un certain nombre de sujets et d'être mis en contact, mis en lien par un super algorithme. Et on leur dit, voilà, Kim, tu as répondu à ces 9 questions. Nathalie, qui habite à moins de 10 minutes à pied de chez toi, pense à l'inverse de toi sur ces 9 questions. Est-ce que tu accepterais, Kim, de prendre un café avec Nathalie ? Et si tu dis oui, on prend un café ensemble et tu peux échanger donc, avec une personne qui potentiellement pense très différemment de toi. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Et alors là, il n'y a pas de tiers de confiance, non, il n'y a pas de tiers de confiance. Mais il y a une volonté bilatérale d'aller discuter. Ouais. Donc, on touche des gens qui ont envie quand même d'aller s'ouvrir. Donc, effectivement, on touche des gens qui sont quand même assez avenants et ouverts à l'autre, mais pas que. Enfin, quand on regarde les profils, il y avait quand même une grande diversité de profils. Et donc, c'est une initiative qui est née en Allemagne, qui a été déployée dans une centaine de pays. Il y a 300 000 personnes qui sont passées par cette appli et qui se sont rencontrées grâce à cette appli. Et là, pour la première fois, ça a été lancé en France il y a quelques semaines avec Brut, Lacroix. Brut, Lacroix. Donc, donc c'était les lecteurs de Brut et Lacroix qui étaient invités du coup à répondre à ce truc et à se rencontrer. Et ce qui est beau, c'est que donc il y a eu beaucoup de retours des binômes qui se sont rencontrés et qui nous ont fait part de ce que ça leur a apporté. Et on se rend compte en fait que quand on descend dans les valeurs, les gens, finalement, sont assez d'accord. Quand on creuse et qu'on descend vraiment sur ce qui nous tient à cœur, les gens trouvent des points d'accord. Il y avait une femme qui disait, elle est anti-immigration, elle est très catholique et en fait, elle a peur que si on commence à changer en fonction de la culture de ces étrangers, on perde notre commun, on perd notre socle commun et qu'on n'arrive plus à faire société. Et moi, je suis d'accord avec elle. Moi aussi, je veux qu'on réussisse à faire société et je veux qu'on garde du commun, mais on n'est juste pas d'accord sur le moyen. Mais sur la valeur et sur cette idée de
faire société, de garder ce qu'on a en commun. Finalement, on est d'accord, donc on s'est retrouvés là-dessus. Et donc c'est intéressant, on se rend compte qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie de discussion, les gens arrivent à aller en profondeur. Le fait que ce soit des inconnus et que ce ne soit pas quelqu'un de ta famille ou un ami, il n'y a pas d'affect, tu n'es pas là pour le convaincre. S'il te dit quelque chose, t'as pas le cœur fendu parce que tu te dis « Ah, c'est pas possible, comment mon père peut penser comme ça alors que je suis la chair de sa chair ?» Tu t'en fiches, tu le connais pas. Et donc ça, je pense que ça permet d'avoir des discussions assez fortes. Et l'étude d'impact de cet algorithme montre qu'au bout de 2 heures de conversation, 77% des sentiments d'hostilité diminuent à l'égard de la personne qui pense pas comme toi. Donc il y a l'animosité qui baisse. Mais il faut le temps de la rencontre, il faut prendre le temps. Et voilà, ils disent 2 heures d'échange, c'est long, 2 heures de conversation. Mais si on veut un vrai effet, plonger vraiment dans la vie de l'autre, dans ce qu'il a vécu, de pourquoi il pense comme ça, il faut prendre du temps. Donc il y a cette appli qui est chouette. Et puis il y a une autre appli que j'adore qui s'appelle Kif Kif et qui permet, donc ça a été créé il y a quelques années par Denis Grippon, le génial Denis Grippon, et qui permet à des gens très différents, de mondes différents, de se rencontrer. Mais là où il est très très malin, Denis, c'est qu'il propose aux gens de se rencontrer autour d'une activité commune. C'est pas allez, vous êtes différents, rencontrez-vous, vous allez voir, vous allez bien vous entendre, parlez-vous. Il va encore un cran plus loin et il dit faites-vous un kiff ensemble. Et donc le kiff, ça peut être allez, je vais aller à la synagogue avec cette personne, ou bien je vais aller au supermarché, dans un supermarché asiatique et faire des courses avec cette personne, et puis ensuite on va aller cuisiner ensemble. Donc il propose des expériences. Donc on peut s'inscrire en fait sur cette appli, on s'inscrit soit pour faire un kiff à quelqu'un, voilà, exactement, soit pour recevoir un kiff. Exactement. Et on croise les mondes encore une fois. Et on croise les mondes, ouais. Et on a une petite mamie qui va aller en studio faire du rap avec un... Ben voilà, tu connais mieux que moi. Et donc c'est sympa. Il y a une 3e appli, c'est Entourage. Et Entourage, t'as raison, exactement. Ouais. Et Entourage, c'est une appli qui permet de mettre en relation tout un chacun avec... En fait, l'idée d'Entourage, c'est que les gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de logement, ils ont quand même, je crois, 70% un téléphone portable. Oui, exact. Ouais. Et du coup, ils ont accès à cette appli Entourage. Et donc, on s'inscrit pour participer à des activités où on rencontrera ces gens. Et donc, encore une appli qui crée du lien. Donc, finalement, oui, on ne va pas y échapper à ces applis de rencontre, de mise en relation. C'est le meilleur de l'appli, quand même, franchement. C'est le meilleur de l'appli. C'est le meilleur de l'appli. Ouais. D'accord. Ouais. Il faut pas s'en passer. Enfin, on aurait tort de s'en passer. Ce serait dommage, je pense. On arrive à la fin de cet épisode. Aujourd'hui, et après tout ce qu'on vient de se dire, là, sur une échelle de 1 à 10, où se situe ta confiance en notre capacité à recréer des liens sains entre humains ? Quelle grande question. Écoute, déjà, je dirais, grâce à toi et à des médias comme toi qui racontent ces belles histoires, et c'est ce que tu vas faire à travers ce podcast, de raconter des belles initiatives qui recréent du lien, je pense que ça fait partie des moteurs qui permettent de diffuser la bonne parole, de montrer que oui, c'est possible. Et plus il y aura de médias qui raconteront ces belles histoires, mieux ce sera. Donc merci de le faire. Donc ça me rend très optimiste sur la suite. Si les médias s'y mettent tous et qu'on arrête de parler de ce qui ne va pas, je pense que ça changera la donne. Et ensuite, il y a aussi plein d'initiatives qui existent. Donc là, ça me rend très optimiste. Elles sont là. Il suffit juste de souffler sur ces braises, toutes ces initiatives qui recréent du lien. Pour ça, il faut quand même de l'argent. Donc je mettrai un petit bémol quand on voit l'état de nos finances publiques. Et il y a 2 jours, figure-toi que j'ai un peu posé ta question à un monsieur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Hassan Salamé, et qui est un expert des guerres civiles. Et donc, il a travaillé au Moyen-Orient, il a été le conseiller spécial de Kofi Annan, il était envoyé spécial à l'ONU en Libye, en Irak, en Birmanie, et son métier, c'est vraiment la guerre civile. Et du coup, je l'interrogeais, je lui disais, est-ce que vous pensez que la guerre civile est proche en France ? Est-ce qu'on a des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'on peut être optimiste, ou bien les Français vont se dresser les uns contre les autres un jour ou l'autre? Et il m'a dit, il y a 10 métriques pour voir s'il y a guerre civile, il y a un terreau de guerre civile ou pas. Et il dit la France quand même en coche 2, et 2 qui sont graves.
Donc, Lesquelles ? 2 sur 10, donc ça va. Alors, lesquelles ? La première, c'est l'inégalité dans les territoires. Il dit quand il y a un service public qui est défaillant dans un certain nombre de territoires, il y a un sentiment d'abandon, un sentiment d'être délaissé par l'État. Il dit ça, c'est dangereux. Quand il y a un sentiment d'inégalité, genre là, il y a du monde, là, il y a des services publics, là, il n'y en a pas. Donc ça, c'était un premier critère. Et le deuxième, c'est la radicalisation communautaire, religieuse, la radicalisation religieuse. Et ça, il l'analyse en écoutant les prêches dans les différentes religions et voir l'intensité des mots utilisés. Et là, il dit ça se radicalise. Donc, il y a plein de métriques qui regardent comme ça, le nombre de mariages mixtes, le nombre de croyants. Et donc, voilà. Donc, il y a une radicalisation religieuse qui est quand même galopante en France. Et puis aussi, ce côté inégalité dans les territoires. Et il dit ça, c'est quand même deux indicateurs où on est en rouge, dans le rouge, clairement. Et ça, c'est 2 zones de risque. Alors, il ne m'a pas détaillé les 10 autres. Je ne sais pas où est la source, mais je trouve ça intéressant. 2 sur 10 2 sur 10. Donc, lui, du coup, il dirait 8 sur 10, parce que sur les 8, on est... Donc, voilà. 8 sur 10 d'optimisme. Il faut le voir de ce côté-là aussi. Allez, donc je donne un 8 sur 10. Je donne un 8 sur 10, parce que je pense que, voilà, Kim est là, les initiatives sont là. On va essayer de les visibiliser. Et voilà, il faut les visibiliser. Ouais. Exactement. Nathalie, j'ai l'intention que ce podcast révèle les liens entre humains et tisse des liens. Donc, je vais te proposer de me mettre en contact avec un prochain invité. Tu penses à qui et pourquoi ? Je reviens sur Denis Grippon. On en parlait tout à l'heure et tout. Déjà parce qu'il est solaire et qu'il irradie. Donc, ça fait du bien. On en a besoin de voir des gens solaires comme ça. Et puis, je trouve son initiative géniale. Donc, Kiff Kiff Vibre Ensemble, cette application de rencontre entre mondes différents à travers une expérience forte commune. Je trouve que c'est une idée géniale. J'aurais aimé l'inventer, son truc. Et puis là, il a une autre initiative autour d'un agenda partagé du quartier qui est très, très sympa aussi. Et je pense que lui, c'est un sacré fabricant de nous et qu'il faut le mettre en lumière et le soutenir. On va inviter Denis, j'espère qu'il acceptera de venir dans ce podcast nous parler de ces belles initiatives. Merci beaucoup Nathalie d'avoir essuyé les plâtres. Ça y est, c'était le premier numéro, le voyage en Rosalie est lancé. Merci d'avoir été à toi. Avec moi. Un honneur, merci Kim et bravo pour ce que tu fais. Merci. Merci pour votre écoute. Cet épisode vous a plu ? N'oubliez pas de le noter et de le partager autour de vous. N'oubliez pas non plus que Rosalie, c'est désormais une agence, l'agence révélatrice de liens entre humains. Notre mission, booster les liens dans vos organisations et vous aider à bâtir des ponts plutôt que des murs. On vous propose un combo en 3 étapes. À vous de choisir ce dont vous avez besoin. Étape 1, l'audit et la prospective pour voir loin ensemble. Étape 2, les ateliers et l'animation de vos communautés internes pour faire ensemble. Et enfin, l'étape 3, votre communication au prisme des liens. Pour découvrir notre approche, agence-rosalie.com.